L'idée de ce thème, donc, du système de protection des droits de l'homme en Afrique, il est venu lors de mon expérience auprès de la Ligue des droits de l'homme, et notamment avec M. Christian Chauvet, où on a vu arriver en masse des Africains demander l'asile. Et ce qu'on a remarqué, c'est que bien que ces différents Africains viennent de différents pays, certains, deux pays par exemple, là, à l'autre bout de l'Afrique, l'un au bout, l'autre à l'autre bout, mais tous avaient ce point commun, c'est qu'ils fuyaient une violation grave et caractérisée des droits humains. Alors la question qu'on s'est posée avec Christian et avec tous les membres de la Ligue des droits de l'homme, c'est de savoir s'il existe un système de protection des droits de l'homme comme il en existe en Europe, avec la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. On va faire court. La réponse à cette question, c'est que oui, il existe effectivement un système de protection des droits de l'homme en Afrique. Mais je ne peux pas vous parler de ce système de protection des droits de l'homme en Afrique sans vous expliquer ce que sont les droits de l'homme. Alors les droits de l'homme, dans un premier temps, ce sont des droits qui sont subjectifs, c'est-à-dire des droits qui s'appliquent à des individus et pas à des choses. Les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont garantis par le droit international. Les droits de l'homme, ce sont des droits qui visent à protéger les intérêts les plus fondamentaux de la personne humaine, c'est par exemple le droit à la vie. Les droits de l'homme, ce sont aussi des droits qu'on appelle subsidiaires par rapport aux garanties nationales, c'est-à-dire que les États peuvent prévoir plus que ce que les droits de l'homme garantissent, mais pas moins, c'est un standard minimum. Et enfin, je dirais que les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont intemporels. Je vais vous illustrer ça par trois textes issus de trois périodes de l'histoire différentes. Première période, 1789, Révolution française, la France abolit les privilèges, la dîme et les corvées. Et voici ce qu'énonce le préambule de la DDHC. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Deuxième période de l'histoire, 1948. Le monde se réveille de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs des camps de concentration. Et voici ce qu'énonce en tout cas la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur, de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Troisième période postcoloniale, 1981, préambule de la Charte africaine des droits de l'homme, fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et du peuple, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés. Alors, cette charte africaine des droits de l'homme montre bien qu'il existe des textes en Afrique, un corpus juridique. Ce que je vais également vous montrer, c'est qu'il existe par ailleurs un corpus juridique de textes internationaux et d'organes internationaux qui ont vocation à s'appliquer en Afrique. D'où mon propos qui sera scindé en deux. D'une part, les instruments et organes de contrôle internationaux des droits de l'homme en Afrique. Dans un deuxième temps, les instruments et organes de contrôle régionaux des droits de l'homme en Afrique. Concernant cette première partie, d'une part, les textes juridiques internationaux qui ont vocation à s'appliquer en Afrique, et dans une deuxième partie, les organes de contrôle qui sont amenés à contrôler ces différents textes. Les normes internationales de protection des droits de l'homme en Afrique, on peut en citer trois types. Tout d'abord, la Charte des Nations Unies de 1945, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et puis les traités de protection des droits de l'homme et de l'enfance contraignante. Le PowerPoint sera transmis. Oui, voilà, le PowerPoint vous sera transmis après. Merci. Si vous écoutez le PowerPoint, ça sera fait. Moi inquiet parce que comme on a peu de temps, on est obligé de se concentrer sur la présentation. Vous aurez les éléments écrits après. La Charte des Nations Unies de 1945, c'est le texte fondateur de l'organisation internationale la plus universelle qui soit, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Et dans son article 1er, la Charte des Nations Unies prévoit déjà qu'elle encourage le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est le texte fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est le premier instrument international de protection des droits de l'homme, qui comporte 30 articles qui concernent différents types de droits de l'homme. Ça va du droit à la vie, au droit de la propriété, à l'interdiction d'esclavage. La seule limite de ce texte, c'est qu'il est dépourvu de valeur contraignante, c'est-à-dire que les États qui y adhèrent n'ont pas obligation de l'appliquer. En tout cas, on ne peut pas les contraindre à appliquer ces dispositions. Les traités de protection des droits de l'homme et l'enfance contraignante. Donc, pour remédier à cette limite de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été
prévues des traités de protection des droits de l'homme qui concernent les différents aspects relatifs aux droits humains. Donc, je vais vous les présenter un par un. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, donc de 1966. Ici, vous avez la carte de l'état des ratifications de ce traité. Ce qui apparaît en bleu signifie que les États ont ratifié ce traité, c'est-à-dire que ce texte s'applique directement dans le pays concerné et que, juridiquement contraignant, les États sont obligés d'appliquer les dispositions. Donc, de 1966, il prévoit des droits comme l'interdiction de la torture, le traitement inhumain dégradant, l'égalité de tous devant les tribunaux ou bien l'interdiction de la loi pénale rétroactive. Deuxième texte, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Quelques États africains n'ont toujours pas ratifié. Ce texte vise à consacrer les droits, comme vous voyez, de nature économique, socio et culturelle, comme le droit au travail, le droit de former des syndicats, par exemple. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, donc le titre, vous comprenez, je n'ai pas besoin de l'étayer sur les dispositions. Une majorité des États africains a ratifié ce texte, bon, mis à part le Sud-Soudan, donc il n'a pas ratifié. Et l'Angola également. Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, 2 États n'ont pas ratifié ce texte. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1986. La Convention des États africains. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui est très connue, de 1989, qui a été ratifiée par tous les États africains. La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990. Ici, la situation est différente, puisqu'on voit que grande partie des États africains n'a pas ratifié ce texte. Donc, il n'a pas vocation à s'appliquer juridiquement sur ces États. Donc, on ne peut pas contrôler les États à appliquer les dispositions. Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre une disparition forcée, même constat, n'a pas été ratifiée par la grande majorité des États africains. Et enfin, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, qui a été grandement ratifiée par les États africains. Je vous ai donc présenté, vous avez vu l'état des ratifications dans les États de ces différentes conventions, donc on en a 9 qui traitent de différents droits de l'homme. Il est une chose donc de ratifier ces traités, et il en est une autre de les appliquer. C'est pour ça que des organes de contrôle ont été mis en place pour veiller à la bonne application de ces dispositions, de ces différents traités. 3 types d'organes. On a les organes dits de la charte, qui découlent de la charte des Nations Unies, qui sont prévus par la charte des Nations Unies. Les organes de traité, donc, qui sont prévus par les 9 traités que je vous ai présentés, et puis la fameuse Cour pénale internationale. Les organes de la charte, on en compte 2, le Conseil des droits de l'homme et puis le Commissariat aux droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe qui remplace la Commission des droits de l'homme. C'est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle se compose de 47 États membres. Il y a des membres des 47 États. Elle a pour vocation d'examiner la violation des droits de l'homme. Et elle a mis en place un procédé assez particulier, puisqu'il est unique en son genre. C'est ce qu'on appelle l'examen périodique universel, qui consiste tous les 4 ans à examiner la situation des droits de l'homme dans tous les États membres des Nations Unies, donc les 193 États. Le Conseil des droits de l'homme se réunit 3 fois par an, et actuellement, c'est-à-dire à ce moment même où je parle, elle se réunit actuellement à Genève et elle examine, comme je vous l'ai dit, par le biais de cet examen périodique universel, la situation des droits de l'homme dans tous les États. Parlant des États africains, il semble que le Sud-Soudan a vu sa situation examinée. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui siège également à Genève, qui lui est rattaché au secrétaire général des Nations Unies. Il a pour rôle d'assister le Conseil des droits de l'homme, notamment dans le cadre de l'examen périodique universel. Il présente des rapports dans le cadre de cet examen périodique universel. Il assiste également les organes de traité, dont je vais parler dans quelques secondes, et reçoit les plaintes. C'est-à-dire que des plaintes peuvent être déposées par les ONG, les individus, contre des États qui ne respectent pas les différents traités, donc les 9 traités que je vous ai énoncés. Et sous le Commissariat aux droits de l'homme, il reçoit les plaintes, et donc il assiste les organes de traité. Également, il a un rôle consultatif auprès des gouvernements nationaux en matière de droits de l'homme. Il peut très bien assister le gouvernement français si le gouvernement français souhaite des décisions en matière de droits de l'homme. Organes de traité. Donc, les organes de traité sont composés d'experts indépendants qui sont désignés par les États qui sont partis aux 9 traités que je vous ai présentés.
ça va de 10 à 25 membres. Ces comités, donc, comme c'est mentionné, font suivi de la mise en œuvre des différentes dispositions qui sont contenues dans les 9 traités que je vous ai énoncés. Elle reçoit des plaintes, elle mène des enquêtes. Ces organes de traité reçoivent des plaintes et mettent en place des enquêtes. Et donc voici les différents organes de traité. Très concrètement, chaque traité juridiquement contraignant que je vous ai présenté, les 9, a un comité qui lui est rattaché. Je ne vais pas tous les faire, vous voyez, donc, le comité des droits de l'homme est l'organe qui est chargé de veiller à la bonne application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ainsi de suite pour les différents comités, pour les différents organes. La fameuse Cour pénale internationale, vous avez sous les yeux la carte des États qui ont décidé de reconnaître la Cour pénale internationale comme cour et pour soumettre leur affaire. Ils apparaissent en vert, ces États. Donc, Canada, l'Amérique du Sud. Les États africains ont 34 États. 34 États ont reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Oui. Peut-être rappelé quand elle a été créée. En 2003, enfin elle est effective depuis 2003. Voilà, elle est assez récente. Elle est assez récente, effectivement. La Chine, par exemple, n'a pas adhéré, les États-Unis ne sont pas des États instaurés en 2002. Ah, bah c'est marqué. Ouais, ça arrive. Effectivement, depuis 2003, donc, qui a compétence à l'égard de 4 types de crimes: crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre. À la compétence lorsque l'État sur lequel a été commis le crime est parti au statut de Rome, ou bien si l'un des ressortissants qui a commis le crime est ressortissant d'un État parti à la Convention. Trois types de saisines pour la Cour pénale internationale. Le procureur peut saisir directement la Cour pénale internationale. Les États peuvent lui soumettre des affaires, et également le Conseil de sécurité des Nations Unies peut soumettre des affaires à la Cour pénale internationale. Via une liste de légitimité, la Cour pénale internationale est souvent accusée par les États de ne juger que les puissants, que les États puissants, et de ne pas juger les États puissants, et de s'en prendre à des États qui sont dits moins puissants, et notamment de s'en prendre à beaucoup d'États africains. À ce titre, sur les 10 enquêtes qui sont en cours devant la Cour pénale internationale, 9 concernent des États africains. Très récemment, l'Afrique du Sud, la Gambie et puis le Burundi ont décidé de quitter la Cour pénale internationale, pour vous dire qu'elle ne fait pas l'unanimité, notamment les États africains. Deuxième partie, les normes régionales de protection des droits de l'homme en Afrique. Donc, premier type, c'est comme de la même manière, donc, les instruments, en tout cas le texte, qui sont applicables en Afrique, et dans un deuxième temps, les organes de contrôle. Voici les différents instruments juridiques, juridiquement contraignants pour le cas en Afrique. 5 textes donc. La première, donc, la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Donc, les États en vert sont les États qui ont ratifié majoritairement cette convention. Je ne vais pas détailler le contenu, c'est un titre assez évocateur. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1980, qui est le principal instrument de protection des droits de l'homme en Afrique, elle consacre différents types de droits, donc des droits qui sont civils et politiques, le droit à la non-discrimination, l'égalité de tous devant la loi, des droits de nature économique, socio et culturelle, le droit à un salaire égal, le droit à un travail égal, le droit à l'éducation, mais également un droit spécifique qui est le droit des peuples, l'égalité, le droit des peuples à l'égalité. Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, majoritairement ratifiée par les États africains qui apparaissent en vert. 1990. Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique. Le droit des femmes est reconnu en Afrique par un traité juridiquement contraignant. Pas adopté par tous les États, pas ratifié par tous les États. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ici, ça paraît assez facilement. Peu d'États ont ratifié cette charte. Titre 2, le contrôle des droits de l'homme en Afrique par les organes régionaux. 3 types d'organes régionaux. L'Union africaine, qui succède à l'Organisation de l'Unité africaine et qui est l'équivalent de l'Union européenne sur le continent africain. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc
L'Union africaine a été fondée en 2002, elle succède à l'Organisation de l'Unité africaine. Elle siège à Addis Abeba et désormais pour 54 membres. Elle en comptait 53 avant janvier, mais le Maroc a décidé de la réintégrer très récemment et le Sud-Soudan ne l'a pas encore ratifiée. L'actuel président, puisqu'il s'agit d'une présidence tournante, est M. Alpha Condé, qui est président de la République de Guinée. Et comme je vous le disais, j'ai fait un parallèle avec l'Union européenne. Elle a différents objectifs, donc des objectifs de nature économique par exemple. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle a également pour objectif de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples, conformément à la charte africaine des droits de l'homme que je vous ai énoncée précédemment. Donc voici l'état, en tout cas les États membres de l'Union africaine, qui apparaissent en vert. Le Maroc y est désormais. Commission africaine des droits de l'homme, donc c'est un organe qui est chargé très concrètement de veiller à la bonne application de la Charte africaine des droits de l'homme. Elle est entrée en fonction en 1987, donc elle a, comme je l'ai dit, un mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle analyse les rapports qui lui sont fournis par les États, puisque les États qui sont membres, qui sont partis à la Charte africaine des droits de l'homme, doivent lui fournir des rapports qui lui permettent de faire état des situations des droits de l'homme dans leur pays. Et suite à ce rapport qu'elle examine, elle émet des recommandations, c'est-à-dire que dans tel aspect, les droits de l'homme ne sont pas reconnus et donc il faut améliorer. Et la limite justement de cette commission africaine des droits de l'homme, c'est qu'elle rend des résolutions. Et les résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes. Cette commission africaine des droits de l'homme peut être saisie par les États, par les individus, par les ONG, mais cette commission elle peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Que voici, qui est entrée en vigueur en 2004, qui siège en Tanzanie, à Arusha, qui donc, se compose de 11 juges, élus par les États membres de l'Union africaine, et qui rend, contrairement à la commission des droits de l'homme que j'ai énoncée précédemment, elle rend des décisions exécutoires, c'est-à-dire que les États sont tenus d'exécuter ces décisions sous peine de sanctions financières. Elle a donc mandat pour juger de la bonne application par les États membres à la charte africaine des droits de l'homme de sa bonne application. Si violation il y a, la Cour sanctionnera. Elle peut être saisie donc par la Commission africaine des droits de l'homme, comme je l'ai dit, par les États partis, par les organisations intergouvernementales africaines. La seule limite, c'est que les ONG et les citoyens ne peuvent la saisir uniquement si les États partis l'ont accepté. Concrètement, si je fais un parallèle avec la France, vous pourrez saisir la Cour européenne des droits de l'homme uniquement si la France le veut. Voici la limite de cette Cour. Et voici enfin les États qui ont accepté la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, qui apparaissent en vert. Pas tous peuvent accepter. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une question précise, vraiment sur l'aspect juridique? Après, on reposera des questions à tous nos intervenants, mais sur un aspect vraiment spécifique. Si je puis me permettre, je voulais juste préciser, j'ai parlé de la Cour pénale internationale et de la saisine, donc il y a trois types de saisine, donc, comme je l'ai dit, par un État qui déférera les faits procureur de la République, le procureur qui peut saisir d'office avec l'accord de la Chambre préliminaire et puis le Conseil de sécurité. Je voulais être clair pour les trois types de saisine de la Cour pénale internationale. D'accord, on va peut-être laisser, merci beaucoup de nous avoir présenté ça de manière très condensée.